Pour commencer, je voulais vous remercier d'avoir répondu à ma proposition. Avant tout, je voulais remercier l'UNAPI qui m'a prêté la salle. Et puis, plus spécifiquement, Madame Laparlière, avec qui j'étais en lien. Et puis, Madame Bakir, qui a été la logistique, qui a permis non seulement d'assurer les inscriptions, chef de service à l'UDAF des Hautes-Alpes depuis très longtemps, depuis près de 15 ans. Je suis chef de service depuis une vingtaine d'années. Et puis aussi, depuis 20 ans, je suis formateur vacataire. Et je me suis arrêté pendant 4-5 ans parce que j'ai suivi une formation d'ingénieur social. Puis après, il s'est passé un petit truc, je crois, en 2020. On a été tous un petit peu confinés, je crois. Et donc, dans le cadre de ma formation, donc, qui est terminée en 2019, j'avais eu l'occasion de faire un mémoire sur un sujet qui me touchait depuis, je réfléchissais en fait depuis que j'ai commencé comme éducateur. C'est sur la question des libertés individuelles des personnes accompagnées, au sens large du terme. Et là, ça a été l'occasion de pouvoir y réfléchir un petit peu. Suite à ça, je voulais partager ça avec mes pairs et autres, parce que je trouvais intéressant. Pour moi, c'est un sujet qui est infini. Et je voulais partager avec vous les quelques éléments de recherche que j'ai pu mener dans le cadre de mon mémoire et aussi qu'on puisse en échanger ensemble. Voilà, c'était ma proposition initiale. Vous l'avez deviné, je ne suis pas universitaire, je ne suis pas maître de conférence, donc je vais faire ce que je peux. Je vous remercie de votre tolérance. Voilà, ça vous convient? Parce qu'autrement, je peux tenir 1h30 si vous voulez, mais bon. Ma difficulté, comme je dis, c'est de tenir le temps. Donc je vais essayer de le faire. Ce qui nous rejoint, c'est les libertés individuelles d'une personne sous la contrainte d'une mesure de protection. C'est un vaste sujet qui est transversal à pas mal de domaines. En 2 heures, c'est quasi impossible de présenter la totalité de ce que revêt ce thème-là. Donc j'ai été obligé de faire des coupes sombres, ce qui veut dire que n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez plus de détails ou des questions un peu plus ciblées, ou même plus globales, pas de souci. J'ai essayé de sortir l'essence de mes propos pour qu'on puisse en échanger ensemble, et après, voilà, ça sera du débat, de l'échange. Donc les libertés individuelles d'une personne sous la contrainte d'une mesure de protection, déjà dans le titre, ça met sous tension la question, la manière dont nous, accompagnants, cadres ou parents, pour les personnes qui gèrent les mesures de protection, comment on peut à la fois mettre en adéquation entre une mesure qui contraint, on le verra tout à l'heure, et à la fois pouvoir promouvoir ou favoriser les libertés individuelles. Ou alors, lorsqu'une personne qui est en mesure de protection, cette personne va devoir partager, donner des informations, pour le moins, à une personne qui souvent lui est inconnue, quand ce sont des professionnels, qui gèrent une mesure de protection. Donc c'est une forme de privation de liberté, parce qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, c'est un jugement qui l'oblige, et à la fois, il va y avoir peut-être une injonction paradoxale qui va dire on va vous aider à pouvoir faire valoir vos droits fondamentaux et pouvoir exprimer tout ce qui vous permet de décider, d'agir et de choisir. Après, autre point, est-ce que la contrainte peut-elle représenter le moyen de permettre à la personne de jouir de ses libertés individuelles? Voilà, c'est toute la question qu'on va essayer d'échanger ensemble. Alors la première chose qui est important, c'est de savoir qu'on se mette d'accord sur ce que l'on va dire. D'abord, les libertés individuelles, moi je l'entends dans un cadre juridique, légal, c'est-à-dire la Convention internationale des droits de l'homme, et également la Constitution de 1958, qui exprime clairement que tout citoyen est libre dans différents domaines. Bon, je vais peut-être les lister rapidement. Une liberté civile, une liberté de circulation, liberté de culte, une liberté de conscience, liberté d'opinion, liberté économique, liberté contractuelle. Et dans nos domaines que l'on peut côtoyer chaque jour, c'est la notion d'intimité, de lieu de vie, d'habitude de vie, les aspects financiers et patrimoniaux, la vie sociale et l'autonomie. Voilà ce que j'entends par liberté individuelle. Ensuite, lorsqu'on parle d'une personne protégée, avant tout, c'est une personne considérée comme une personne vulnérable.
ce qu'on considère comme personne vulnérable, c'est une personne fragile dans un contexte donné, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une stigmatisation d'un profil de personne, mais c'est plutôt une personne dans un contexte donné. L'exemple qu'on peut donner, si nous tous, allez, hop, d'un coup de baguette magique, on se retrouve en Amazonie, alors que là on ne se sent pas comme vulnérable, je crois qu'on sera dans un contexte qui nous fragilise, et dans un contexte ou dans un environnement, dans une situation qui fera qu'on sera devenu des personnes vulnérables. Voilà, c'est dans ce sens-là. Si j'insiste sur cette donnée-là, cette information-là, c'est une avancée assez significative. Hein. Vous êtes tous à connaître notamment la loi 2002, la loi 2005, où ça a été un changement assez notable dans le cadre de l'accompagnement des personnes vulnérables, même si ce terme-là en 2002 n'existait pas, hein, n'était pas usité. En tout cas, depuis quelques années, on parle de personnes vulnérables. Ça permet d'éviter d'être sur une stigmatisation, encore une fois, d'un profil, mais d'être plus par rapport à une personne qui se trouve dans un contexte donné. Donc on est dans ce cadre-là, et il y a des personnes, ce n'est pas parce qu'on est personne vulnérable qu'on n'est pas en incapacité d'agir pour soi-même. Par contre, il arrive des situations, des moments, ou alors un contexte qui fait que la personne ne peut plus pourvoir à ses intérêts et en difficulté pour pouvoir se débrouiller par elle-même. Donc à partir de là, eh bien, il est nécessaire de la protéger de manière juridique, c'est-à-dire que selon, je vais éviter d'entrer dans les détails, c'est un effort pour moi, parce que les digressions, j'adore ça, c'est en fin de compte d'être dans une protection qui permet de compenser sa vulnérabilité et de l'aider à pourvoir à ses intérêts. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quelquefois des actes qu'elle va mettre en œuvre, ou alors quelqu'un qui va agir en son nom ou contre son nom, pourront être réparés, annulés ou revisités. Pardon, ça c'est valable quelle que soit la mesure de protection, ou c'est simplement si on est en représentation ou tutelle, le fait de pouvoir faire réviser un acte qui serait contraire aux intérêts du protégé? Non, c'est toute mesure. Toute mesure. Oui. Après, selon, c'est plus ou moins, le champ est plus ou moins large et ouvert, mais c'est pour toute mesure de protection. Je l'évoquerai un petit peu par la suite. Donc, toute personne dans l'impossibilité de pouvoir se faire à ses intérêts et qui présente une altération de ses facultés personnelles aura besoin d'une mesure de protection. Aurait besoin. Ok. Donc après, il faut qu'il y ait tout un dispositif qui permette d'évaluer ça, mais on en parlera tout à l'heure. Justement, les différentes mesures de protection. Parce que je ne connais pas votre niveau de connaissance en la matière, donc je le fais très synthétique, mais ça va permettre qu'on puisse parler de la même chose ensemble et que vous compreniez la suite si vous n'avez pas ces éléments-là. On est dans une gradation des mesures, ce qui est les mesures qui sont le plus repérées. Alors la plus légère, si je puis dire, ça pourrait être très lourd aussi, c'est la sauvegarde de justice. Donc c'est une mesure temporaire qui permet de répondre rapidement à des besoins spécifiques. Ça peut être une personne par exemple qui est avec ses parents sont en difficulté, il vit chez ses parents, il travaille ici. Un soir, les parents tombent, se retrouvent complètement alités à l'hôpital, la personne se retrouve toute seule et n'a jamais vécu toute seule. Et donc le juge va être saisi pour pouvoir aider cette personne à en tout cas trouver un équilibre de vie, un minimum de vie. Voilà, c'est la sauvegarde de justice. La sauvegarde de justice, vous l'avez compris, c'est une mesure à la fois, qui protège la personne des actes qu'elle va pouvoir faire, en attendant éventuellement qu'il y ait une mesure qui soit prononcée ou pas. Donc c'est à la fois une protection en soi, c'est-à-dire que la personne, si elle pose des actes, par exemple, elle va être en capacité de retirer énormément d'argent, la démarche qu'elle va faire peut être annulée, en faisant référence à sa sauvegarde de justice. Déjà, ça la protège de fait. Okay, on va dire que c'est comme si c'était un écran juridique qui la protège. Là où quelquefois il y a confusion, il peut y avoir sauvegarde de justice, mais après il y a des actes quelquefois à effectuer.
Et là, donc, le juge décide de mettre en place un mandat spécial, et il va nommer un mandataire spécial qui va agir en fonction de ce qu'il va indiquer dans le mandat spécial. Donc, c'est des actes très précis qui sont notés, et le mandataire spécial va devoir agir seulement sur ces actes-là. Son pouvoir et son devoir d'intervention s'arrêtent à ça. Ça, c'est la sauvegarde de justice avec ou sans mandat spécial. Deuxième mesure, c'est la curatelle. Là, c'est pareil, il faut préciser les choses. Juste dans des actes spécifiques, ça peut être financier, administratif, bien. Donc, on reste sur la question qui était posée, c'est sur est-ce qu'il y a des actes qui sont spécifiques et on ne veut pas déroger à ça. En gros, c'était ça. Heureusement, j'ai mon technicien là-bas qui... Et d'ailleurs, j'ai oublié de le remercier tout à l'heure. Merci de votre intervention, monsieur. Donc, sauvegarde de justice. Ensuite, la curatelle. La curatelle, c'est une mesure d'assistance, c'est-à-dire qu'on va assister la personne pour des actes importants de la vie civile et sur la gestion de son patrimoine. En assistance, ça veut dire que pour des actes importants, il va falloir l'accord et la signature du curateur. Mais ça se fait à deux. Tout se fait à deux. La personne qui est en protection donc, peut faire différents actes, mais il y en a certains qui doivent se faire avec le curateur. Le curateur a par contre un devoir de contrôle et surtout de contrôle, et là ça rejoint notre sujet, pour savoir si les personnes bénéficient de tous leurs droits et s'ils sont traités comme tout citoyen. Et aussi un devoir de conseil auprès de la personne sous curatelle. À ne pas confondre avec la curatelle renforcée, qui est la mesure la plus connue, puisque c'est la mesure qui est la plus en volume, la plus importante. La curatelle renforcée, donc on a ce socle d'assistance, d'accord ? On a ce que j'appelle moi une petite tutelle, sur la gestion des ressources de la personne. Ça s'arrête sur ce champ-là, qui est quand même beaucoup, vous allez me dire, pour beaucoup de gens, parce qu'en termes de patrimoine, c'est pas trop la question pour les personnes dont on s'occupe, mais en tout cas, sur donc le curateur qui est en charge d'une mesure de curatelle renforcée va percevoir, a la responsabilité de percevoir toutes les ressources de la personne et de les affecter aux dépenses, aux dettes et à toutes les dépenses courantes, dettes et les factures. Ça se fait avec la participation de la personne, mais in fine, celui qui décide, c'est le curateur sur ce champ-là. Dernière mesure, je regarde, je ne sais pas pourquoi, si je ne connais pas, ça serait inquiétant. La mesure de tutelle, donc c'est la mesure la plus, qui contraint le plus et la plus privatrice de liberté. C'est une mesure qui fait en sorte que le tuteur représente la personne, c'est-à-dire que la personne a une réduction sensible de ses droits civils. En d'autres termes, la personne, sa signature n'a quasiment plus de valeur. Je dis quasiment plus parce qu'on le verra tout à l'heure, il y a eu un assouplissement assez important depuis 2019. Il n'empêche que, voilà, donc c'est le tuteur qui va décider. Donc on a, vous voyez, cette gradation, on va dire, verticale, je dirais, ou pyramidale, je ne sais pas comment on peut le dire. Et ensuite, on a deux éléments importants qui sont plutôt de manière horizontale, donc ou transversale, qui traversent toutes ces mesures. C'est qu'on a deux champs d'intervention qui sont la protection des biens et la protection de la personne. Ce sont deux éléments bien distincts, c'est-à-dire on peut avoir une mesure de curatelle, je n'ai pas dit curatelle renforcée, une mesure de curatelle au bien, on peut avoir une tutelle à la personne, bon c'est rare qu'il n'y ait pas de tutelle au bien, parce que des gens qui sont en capacité de gérer leurs biens sans pouvoir défendre, promouvoir leurs intérêts personnels, ça serait étonnant, quoi. Mais en tout cas théoriquement, vous voyez, pour le comprendre schématiquement, voilà comment ça fonctionne. Ce qui veut dire que dans un jugement, il faut absolument que soient précisées ces informations-là. S'il n'est pas indiqué mesure à la personne, ben, la personne est libre de jouir, d'agir, de décider seule par rapport à sa personne quand c'est une tutelle. Après, pour info, parce que vous avez entendu parler, il existe les habilitations familiales. Donc, comme son nom ne l'indique pas, ça concerne les proches de la personne, c'est pas que la famille. Voilà. Ça vous avez entendu parler, les mandats de protection future,
donc mandat de protection future, c'est un mandat qui est, moi j'appelle ça grille testamentaire lorsque l'on ne pourra plus agir pour nous-mêmes. C'est-à-dire, on va préalablement, à un moment donné de notre vie où il est possible que l'on ne soit plus en capacité d'agir pour nous-mêmes, et on va déterminer ce que l'on souhaite pour nous et pour nos biens, et par qui va être géré notre personne, nos biens. Et lorsque le moment est malheureusement arrivé, eh bien c'est enclenché, et là il y a un mandataire de protection future. Pour le coup, c'est simple à repérer, qui va, ou plusieurs, qui vont prendre la main sur ce qu'on a indiqué clairement dans le document qu'on a rempli préalablement. Soit je fais référence à un testament, parce que ça peut être sous seing privé ou chez un notaire. Voilà, c'est pas les mêmes, comment dire, le cadre est plus restreint selon la forme, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà, c'est des mesures qui existent, malheureusement qui sont très très peu connues. À un moment donné, il y avait un peu de la pub là-dessus, il y a 2-3 ans je crois, mais les notaires n'en font pas trop la publicité, ce qui est dommage, parce que ça permettrait un peu, pour nous-mêmes, hein, je veux dire, de pouvoir déterminer les choses, et ça peut être quand même assez rassurant, ça fait penser aussi aux directives anticipées, etc., ce qui permet vraiment de pouvoir exprimer ce que l'on souhaite pour nous quand si un jour ça ne va pas. Voilà. Voilà, j'ai posé le cadre, déjà. Est-ce que vous avez des questions, des réflexions? Donc, l'annulation des actes, 2 ans avant. Voilà, 2 ans avant, est-ce qu'on peut annuler des actes 2 ans avant la mesure de protection, ça voulait dire? Oui, ou avant j'avais vu ça quelque part. Alors, en effet, c'est possible. Seulement, il faut démontrer que la personne était déjà dans un état tel qu'elle avait des altérations de sa personne qui ont eu pour conséquence un acte inconsidéré, on va dire comme ça. Donc c'est quand même, pour le démontrer, c'est chaud. Ce qui est par contre, ce qu'on peut trouver, même si là c'est pareil, bon c'est pas chaud, là c'est tiède, mais quand même. Vous savez que pour qu'il y ait une mesure de protection, d'ailleurs vous savez mieux que moi, parce que moi, quand je connais la mesure que quand il y a un jugement, voilà, avant, je sais pas, voilà. Enfin, concrètement, je sais pas, théoriquement un peu, mais voilà. Donc en fait, si vous voulez, il faut qu'il y ait un certificat médical circonstancié. Le juge puisse se saisir, enfin pas se saisir, puisse être saisi, parce qu'il ne peut plus s'autosaisir, être saisi, et si la personne qui a profité, qui a spolié éventuellement la personne à protéger, avait connaissance de ces altérations, là on peut agir. Vous imaginez bien, là on est dans un code judiciaire, vous imaginez bien comme c'est compliqué. On y arrive, mais je peux vous dire que c'est quand même, je ne peux pas le mesurer, mais on est à hauteur de 20% des cas quand ça arrive. Voilà. Donc c'est vraiment assez ténu, quoi. Mais quelquefois on y arrive. Hein. D'autres questions, réflexions? Donc j'ai été clair alors, c'est super. Donc après la deuxième partie, je vais être obligé, sera, pour être sûr de rien oublier, la deuxième partie elle va être sur l'histoire de la protection des majeurs, synthétique, ce qui nous permet de comprendre la suite, et le cadre juridique. Là, j'ai exposé la définition de ce que c'est qu'une mesure de protection. Après, on sera plus sur le cadre juridique, on va rentrer dans le détail, en lien avec le sujet des libertés individuelles, où la mise sous protection des personnes existe depuis l'Antiquité. Donc, ce n'est pas hier. Les Grecs avaient commencé à agir, mais là je ne pourrais pas vous en parler parce que je n'ai pas trouvé d'infos là-dessus. Et après eux, je vais y arriver, les Romains. Pour ceux qui ont fait un peu qui ont fait un peu du droit, vous savez, les 12 tables, qui correspondent aux premiers textes de loi qui ont été écrits, eh bien, déjà, il y avait un volet concernant la protection. Alors, ce n'était pas la protection des personnes, c'est pour ça que je suis hésitant quand je le dis, je ne sais pas comment le dire d'ailleurs, mais c'était protéger la famille du patrimoine de la famille. On est dans un contexte, vous savez, où il y a qu'une personne qui a tout pouvoir au sein de la famille, c'est le pater familias. Il a droit de vie et de mort, j'exagère mais pas bien loin, sur toute sa famille.
à savoir que les femmes sont, comme les mineurs, sont sous tutelle de fait. C'est bien de mettre dans un contexte, dans le contexte. Et on a ce pater familias qui décide de tout ce qui va se passer pour les membres de sa famille, et notamment sur la gestion du patrimoine. Il arrive que des fois ces personnes sont en incapacité de le faire, donc considérées comme, je ne sais plus les termes qu'ils avaient utilisés, fous, déments, enfin bon, des termes avec des connotations spirituelles. Et donc cette personne n'est plus en capacité de le faire. Et là, il y a ce qu'on appelle une mesure de curatelle qui est mise en œuvre, puisque la tutelle, c'est les enfants et les femmes. Une mesure de curatelle, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui va gérer les biens familiaux. On n'est que sur la partie patrimoniale. Donc vous voyez, ça part de bien loin. Ensuite, je passe vite, et on a un premier cadre, enfin moi j'ai repéré, ça ne tient qu'à moi, en 1838, où on a un cadre, bon il y a l'Empire aussi avec le Code civil, où il y a des informations qui sont, enfin des textes qui évoquent la protection du patrimoine, toujours. Et en 1838, on a des textes qui changent pas mal de choses, puisque c'est l'avènement sur le 19e siècle de la psychiatrie, c'est-à-dire les fous, les démons deviennent des malades, des personnes malades. Donc c'est un pas important, ils ne sont plus considérés comme des gens bizarres ou complètement, ou des sorciers, ou j'en sais rien, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est l'avènement de la psychiatrie avec les internats, hein, les internes, les asiles. Et en même temps, apparaît clairement et associé clairement la protection de ces personnes. C'est-à-dire toute personne qui était internée devenait sous mesure de protection. C'est-à-dire tout son patrimoine était géré par un administrateur de l'hôpital, systématiquement. Il y avait donc ce lien étroit entre la maladie psychiatrique et l'incapacité d'une personne à pouvoir à ses intérêts. C'était pas dit comme ça, mais enfin, voilà. Ça a son importance parce qu'à la fois, ça permet de sortir, de stigmatiser une partie de la population, et là en disant que si c'est une maladie, c'est que la personne n'y peut rien. Je veux dire, elle est malade, c'est comme n'importe quelle maladie, mais en tout cas, il faut la protéger systématiquement. Et dès qu'elle sort, eh bien, la mesure s'arrête. Après, on a aussi d'autres mesures pour les gens qui sont à l'extérieur. La famille qui sera le protecteur, on va dire. Pendant 130 ans, ça va être comme ça. Donc c'est quand même assez long, 130 ans. Et il va falloir attendre 1968, où là, on a une loi révolutionnaire qui va changer pas mal de choses. On est dans les années 60, hein, avec puis 70, avec la loi de 75, vous savez, sur les textes régissant l'établissement. À l'époque, on ne disait pas socio-médico-sociaux, mais enfin, ça vous parle. Donc, on est dans une structuration du cadre administratif et juridique, et notamment sur la protection des majeurs. Cette loi s'appelle la loi réforme du droit des incapables majeurs. Donc, on est quand même sur une manière déjà comme de stigmatiser les gens qui sont considérés comme incapables. Mais il n'empêche que c'est une révolution parce qu'on a un cadre juridique qui est, propre à ces personnes-là. On s'y intéresse donc davantage. On voit quand même qu'il y a un début d'intérêt et puis de modération par rapport à ce qui était avant. C'est là qu'on voit apparaître déjà la sauvegarde de justice. Donc maintenant vous savez ce que c'est, curatelle et curatelle renforcée, et la tutelle. Donc ça apparaît déjà en 1968. On a aussi quelque chose d'important, c'est que ce cadre juridique, il y a un chef d'orchestre qui est le juge des tutelles, parce qu'auparavant il n'y avait pas de juge dédié. Donc c'est un juge spécialisé qui va décider du besoin d'une mesure de protection. Ce qui se passe aussi, c'est donc un élément très important que je n'ai pas dit, mais vous l'avez peut-être compris, c'est qu'on distingue la maladie de la personne, de l'incapable. Hein, on va tenir les termes de l'époque, de l'incapable. Il y a une distinction, c'est-à-dire quelqu'un qui rentre dans un hôpital psychiatrique ne sera pas systématiquement sous la contrainte d'une mesure de protection. On distingue bien, en fait,
apparaît déjà la question de l'altération des facultés personnelles. Donc la personne doit souffrir d'une altération qui l'empêche de pourvoir ses intérêts. Donc c'est quelque chose d'assez révolutionnaire hein, par rapport à l'histoire passée. Et on voit la notion de subsidiarité, c'est-à-dire que la mesure n'est mise en œuvre que si, dans le cadre du droit commun, on ne trouve pas de substitut. C'est-à-dire que pour les personnes mariées, hein, un époux de solidarité par rapport à une épouse. Et aussi la notion de nécessité, ce que je viens de dire, c'est-à-dire que la mesure n'est mise en œuvre que si vraiment il y a nécessité et apparaît le certificat médical. D'accord ? Il faut qu'un médecin puisse dire oui, la personne présente des altérations et j'allais dire l'édicter, mais là, à l'époque, pas forcément. Il n'empêche qu'on reste toujours, depuis toute cette histoire, on ne considère que la protection des biens. Le problème par rapport à cette loi, c'est que... Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'il y a une extension, hein, vous l'avez compris, puisque ça ne concerne plus que les malades, mais ça concerne aussi des personnes, ce qu'on appelait, qui souffrent prodigalité, c'est-à-dire des dépenses excessives. On a les personnes qui souffrent d'intempérance, c'est-à-dire qui font des excès, qui abusent, et également l'opposé, oisiveté, les gens qui restent dans leur coin, qui ne payent pas leurs factures. Ces personnes peuvent être considérées par une mesure de protection. Donc le champ, c'est largement ouvert. Bon, la difficulté, c'est que ça augmente considérablement le nombre de mesures de protection. Ça a doublé en 15 ans pour arriver à 600 000 en 2004. Et si on continue comme ça, il avait été question qu'en 2015, je crois, on était à 1,2 million de mesures de protection. Voilà, donc c'est déjà une première, au niveau quantitatif, c'était déjà beaucoup. Qu'est-ce qu'il y avait comme écueil aussi ? Ce qu'on a dit, manque de prise en compte des droits de la personne, ça, on n'en parlait pas. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existait pas, mais en tout cas, c'était officieux. Bien sûr, on s'intéressait à ce que la personne avait envie, etc. Mais c'était au bon vouloir des tiers qui gravitaient autour de la personne, au-delà de la personne qui gérait la mesure. Ce qui se passait aussi, c'est qu'il n'y avait pas de profession, de formation particulière pour être un professionnel de la protection des majeurs. Donc, c'était assez ouvert, je le dis comme ça. Et puis il y avait aussi une opacité dans l'activité. Il y avait pas, ça rejoint un petit peu dans le médico-social avant la loi 2002 et 2005 où il n'y avait pas forcément une obligation d'écrit, de traçabilité de ce qu'on faisait. Voilà, c'était la même chose pour la protection des majeurs. Donc il fallait une loi, mais donc, depuis les années 90, déjà on sentait qu'il fallait changer. Il a fallu attendre le 5 mars 2007 pour qu'il y ait une loi qui modifie les choses. Donc on va dire une loi cadre, parce que depuis 2017, il y a eu une évolution jusqu'en 2019. Cette loi cadre va permettre de réduire le champ du possible au niveau des profils des personnes, c'est-à-dire la prodigalité, l'intempérance et l'oisiveté, on n'en parle plus. Le champ, c'est les altérations des facultés personnelles. Merci, j'avais le mot faculté qui ne voulait pas arriver dans mon cerveau. Donc des facultés de la personne qui doivent être déjà repérées et qui doivent être suivies d'un certificat circonstancié, donc c'est-à-dire précis. C'est-à-dire que le médecin doit faire apparaître qu'il y a nécessité de la mesure, doit faire apparaître qu'il n'y a pas nécessité et, je ne me trompe pas, la proportionnalité. Un nouveau principe avec la subsidiarité qui s'ajoute. On a donc subsidiarité, nécessité et la proportionnalité, c'est-à-dire, vous comprenez bien, on ne va pas mettre une personne sous mesure, sous tutelle, si la personne est en capacité de comprendre les choses, de pouvoir gérer à peu près ses comptes, d'accord ? Donc il y a la notion de proportionnalité, donc le médecin doit l'indiquer. Et ensuite, ça a été évoqué aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a besoin d'éléments bien précis par les tiers. Donc c'est des professionnels, c'est la famille, la personne elle-même, ça peut arriver, bon on l'a dit c'est rare, mais ça peut arriver, où la personne elle-même va apporter des informations pour démontrer qu'il y a besoin d'une mesure de protection.
Et le juge va devoir aussi avoir un entretien, donc une audience, avec les personnes concernées par la mesure. Et donc, il y a un entretien avec la personne et les tiers concernés par rapport à cette mesure. Et ensuite, il va décider. Par contre, il est souverain. Il peut suivre ou pas, selon les éléments qu'il a. Il peut demander des éléments complémentaires, c'est-à-dire un médecin plus spécialisé, etc. Il peut le faire. Il peut même mandater un autre médecin inscrit pour pouvoir avoir des informations plus précises. Et ensuite, c'est lui qui décide. Voilà. Et là, donc, il y a 15 jours pour faire appel de la décision. Donc, principe de proportionnalité. Aussi un élément important, aujourd'hui, quand on le dit, mais ça paraît fou, mais c'était seulement, alors je dis en 2009, parce que la loi a été mise en œuvre en 2009, c'est l'évaluation de la mesure. Auparavant, la mesure n'avait pas de fin, sauf si la personne concernée, ou le tiers, ou le juge, estimait qu'il fallait revisiter la mesure. Mais il y a des gens qui étaient oubliés et qui étaient sous mesure de protection ou qui n'en parlaient jamais à vita aeternam, alors qu'ils avaient des capacités qui se sont développées ou alors qui étaient malades et ensuite ça allait mieux, mais ils restaient avec cette mesure. Donc il y a l'évaluation et un élément aussi important, et ça on en parlera tout à l'heure, c'est en lien avec la loi 2002 et 2005, c'est la notion de personnalisation. Je dis bien personnalisation, je n'ai pas dit individualisation, parce qu'il y a aussi ça, mais je vais plus loin dans la personnalisation de la mesure, avec les possibilités de l'adapter en fonction des besoins de la personne. C'est-à-dire, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que nous n'avons pas le temps, sauf si vous me posez des questions, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un montage, je dis comme ça, le terme n'est pas très joli, mais c'est ça, moi je ne vois pas d'autres termes, un arsenal en tout cas de possibles pour le juge qui lui permet de faire un montage particulier en fonction des besoins de la personne. C'est ce qu'on appelle une mesure aménagée. C'est-à-dire, on n'est pas par rapport à 68 avec un bloc, la personne est sous curatelle, sous tutelle ou sous sauvegarde. On peut être sous curatelle, c'est-à-dire avoir par exemple une tutelle au bien et une curatelle à la personne. On peut avoir c'est rare, mais une curatelle renforcée, donc une curatelle au bien renforcée, et rien au niveau de la personne. On pourrait même avoir, pourquoi pas, hein, une curatelle, ça pourrait, une curatelle au bien, et c'est tout. À la personne, pardon, parce que quand les gens ont aucun bien, ou alors ils habitent chez leurs parents, enfin, il y a un circuit familial qui fait qu'il n'y a pas besoin de gérer les biens de la personne. Ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver. Voilà, donc, et aussi, pour, pas compliquer, mais pour affiner les choses, et ça va dans le sens de la personnalisation, il peut y avoir deux curateurs, il peut y avoir un curateur en bien, un curateur à la personne, ou un tuteur, etc. On peut avoir des subrogés, tuteurs, c'est-à-dire des personnes qui vont contrôler ce que font les tuteurs ou curateurs. Il peut y avoir deux subrogés, il peut y en avoir trois. Voilà, donc le juge a ces possibilités. Ça permet de personnaliser la mesure. On pourra en parler si vous voulez tout à l'heure, parce que ce n'est pas évident peut-être de le repérer, ce qui est possible. Et donc, on a aussi un élément important, et là encore une fois un lien avec la loi 2002, c'est la notion de participation de la personne, d'information à la gestion de sa mesure, ça c'est très important, que la personne sous curatelle ou ah ça y est, j'ai dit sous curatelle, en curatelle et en tutelle, évidemment, pour qu'elle puisse participer, il faut l'informer de ce qui se passe, elle doit être informée de ce qui concerne sa mesure, qu'elle soit sous curatelle et tutelle, et tenter de trouver les moyens nécessaires pour qu'elle comprenne. Il y a des situations où c'est un peu limité quand même. Hein. Voilà, sur des personnes sous tutelle, ça peut être aussi un peu limité. Mais au maximum, il faut tenter de l'informer et de la faire participer. Et puis, cette loi, jusqu'à 2019, a ouvert vraiment les vannes au niveau des libertés, c'est-à-dire le droit de vote pour tout le monde. Okay. En 68, tutelle, pas droit de vote. 2007, possibilité de vote, c'était possible ou pas, le juge décidait. Et depuis 2019, vote pour tout le monde, sous tutelle. Liberté de se marier, pour n'importe quelle mesure, et de se soigner. Liberté de se soigner. Bon, pour les tutelles, il y a quand même une limite, mais elle est ténue. Et évidemment, ça sous-tend la question de la notion d'autonomie à favoriser. Vous savez, sur le Code civil, il y a une centaine de textes, que sur le Code civil, il y a une centaine de textes qui concernent la protection des majeurs. Le premier texte, qui est le 415, annonce clairement
la notion d'autonomie, c'est-à-dire favoriser l'autonomie des personnes en fonction de leurs possibilités, évidemment. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, progressivement, on a le juge qui va changer de nom, parce que le juge des tutelles, les gens qui sont sous curatelle, vous voyez, c'est une connotation quand même assez forte. Aujourd'hui, il y avait eu une demande, lorsqu'il y a eu des travaux interministériels, que s'appelle le juge des libertés de la protection. Donc c'est en disant, c'est pas évident en tant que professionnel au niveau de la curatelle de pouvoir expliquer aussi aux gens ce qui est possible pour eux ou quelles sont les limites ou les contraintes de la mesure. Souvent, il y a un amalgame qui est fait entre la curatelle et la curatelle renforcée. Pourquoi ? Parce que c'est la curatelle renforcée qui prédomine largement. Je ne sais plus exactement les chiffres, mais c'est la majorité en tout cas des mesures. Et même, pour vous dire, les professionnels, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, je ne parle pas des familles, parce que les familles, on leur demande de connaître ne serait-ce que les 100 articles que du Code civil, parce que de manière transversale, on trouve dans tous les codes des impôts, le code des assurances, le code de la protection de l'enfance. Non, ce n'est pas le code de la protection de l'enfance, c'est le code des affaires, tout à fait, CASF. De partout, on en retrouve de partout des textes. Mais je veux dire, l'ossature est celle-là. Donc, avec des textes qui se contredisent, ne serait-ce que sur le code de la santé publique, enfin moins maintenant, mais en tout cas, à un moment donné, on s'arrachait les cheveux et les poils, parce que c'était difficile. Aujourd'hui, il y a une harmonisation quand même, progressive. Il n'empêche que, voilà, on confond curatelle renforcée et curatelle. Et la curatelle, on est dans l'assistance. C'est-à-dire que la personne agit comme elle le souhaite. On est là pour vérifier qu'elle ait bien compris ce qui va se passer pour elle, ou les actes qu'elle va poser, ou les choix qu'elle a à faire, et également vérifier ce que j'ai dit tout à l'heure. Si la personne bénéficie de toutes les informations, comme n'importe quel citoyen, pour prendre ses décisions. Et je pense, on en parlera tout à l'heure, notamment et sûrement sur les actes médicaux. Hein, on a tous des exemples. Je ne veux pas stigmatiser du tout, c'est pas du tout, on n'est pas là pour ça du tout, mais on peut comprendre où l'information est peu ou pas donnée à la personne parce qu'on estime qu'elle n'est pas capable de comprendre. Et nous, on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables de comprendre si on fait en sorte de les aider à comprendre. Après, c'est pas simple que ça, il y a question de moyens, etc. Bon, voilà. Mais en tout cas, voilà, on sait que... Voilà, donc le curateur va avoir ce travail à faire. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement. Après, on va le voir dans la vraie vie, c'est une autre paire de manches. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un arsenal juridique qui permet quand même cette liberté d'agir de la personne, même si elle est sous tutelle. Même si elle est sous tutelle. Voilà. Et c'est pas fini. Normalement, on attendait le deuxième volet concernant la loi, suite à la loi de 2019, là, de réforme de la justice. C'était quoi aussi ouais, je ne sais plus exactement. Enfin, c'était sur un grand machin. Il y avait un volet protection des majeurs. Il devait y avoir le volet 2, et notamment, on attendait la levée de la tutelle. C'était dans les tiroirs, mais je pense que le tiroir, où il a été oublié, où il est fermé à clé, puisque c'est depuis quand même 2019, on est quoi en 2023 ? Voilà, ça devait arriver dans l'année qui suit ou l'année suivante. Bon, il y a eu la boule à picot qui est arrivée, et ça a un peu perturbé les choses, mais quand même, voilà. Des fois, ça aide aussi, des fois. C'est-à-dire la question des moyens, que ce soit les moyens par rapport au volume de travail et de mesures qui sont gérés par un mandataire judiciaire, comment ils peuvent avoir la disponibilité pour faire une évaluation de la mesure, savoir si on la lève, si on la grave. Et la personnalisation de la mesure. Je vous répondrai tout à l'heure. Oui, la liberté de se soigner. Alors, pour la curatelle, c'est simple. La personne décide concernant tous les actes personnels. C'est clair. C'est sur les actes médicaux. Donc, les actes médicaux, la personne sous curatelle donc, décide pour elle-même. Et le curateur a pour mission de vérifier si la personne bénéficie de toutes les informations. C'est suffisamment clair pour elle pour exprimer sa volonté, si cette personne a... Voilà, pour exprimer sa volonté. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire, pour le dire de manière plus pragmatique, le curateur n'a plus accès au dossier médical de la personne. Donc, il peut pas
donner quoi que ce soit comme information, ou quelle décision qu'elle soit, puisque là, il y a une logique quand même, il n'a pas le droit à avoir des informations médicales concernant la personne. C'est clair? C'est aujourd'hui clair, depuis 2019. Enfin, parce que la tutelle, je ne vais pas entrer dans le détail, parce qu'autrement, on sortira à 18h, pour certains, ça doit leur parler, ou c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est clair et simple. Une personne sous tutelle, il faut aller rechercher l'expression de sa volonté, dans la mesure où cette personne a un discernement éclairé. Donc éclairé, pour qu'elle soit éclairée, il faut qu'elle ait des infos, hein. Autrement, s'il nous piote et ça ne suffit pas. Et discernement, ben voilà, vous comprenez ce que ça veut dire. Il n'empêche qu'il faut aller rechercher l'expression de sa volonté. Ce n'est pas parce que la personne ne répond pas, ce n'est pas parce que la personne est dans un état qui complique l'expression de sa volonté qu'on ne peut pas rechercher. Je prends un exemple, c'était avec un autre établissement d'une personne en situation de handicap, où cette personne régulièrement était en réa pour des questions pulmonaires, et à chaque fois, elle était soignée. Et une fois, cette personne a tout arraché, personne qui s'exprimait que par des gutturaux, quoi. Et bien on s'est réunis avec les médecins, avec la famille, avec l'établissement, l'éducatrice référente, la directrice. On a fait le tour pour essayer de savoir ce qu'elle recherchait, cette personne. Et donc, on a déduit que elle voulait que ça s'arrête, quoi. Elle en avait ras-le-bol de ça. Donc on a dit au médecin, la prochaine fois, on va sur du soin palliatif pour aider la personne à plus souffrir. Mais il n'en peut plus. Vous voyez, donc on a essayé de trouver cette solution en recherchant avec les personnes qui connaissent la personne protégée ce qu'elle souhaiterait, quoi. Voilà, c'est un exemple pour illustrer. On va continuer. Pour les professionnels, donc on voit la question de l'autonomie, c'est intégré. Et pour les personnes, elles expriment le bénéfice de la mesure de protection par rapport aux libertés. Pas au début de la mesure, c'est clair, au début de la mesure, c'est une chape de plomb, ça y est, on s'immisce dans ma vie. Mais petit à petit, en fonction des personnes, la grande majorité des personnes que j'ai interrogées, j'en ai interrogé 15, c'est pas énorme non plus, mais sur les personnes que j'ai pu interroger, elles expriment le fait que ça leur apporte de la liberté. De la liberté sur deux plans qui se détachent. La première, c'est par rapport au poids que représente la famille. Le professionnel, donc là je parle que des professionnels, quels qu'ils soient, ce n'est pas que les mandataires judiciaires des services de protection, ça peut être aussi des mandataires privés ou dans les hôpitaux, eh bien ça permet de créer de la distance avec la famille et de pouvoir mieux avoir plus d'espace et se sentir plus libre. Voilà. Et ensuite, on a aussi un bénéfice financier, c'est-à-dire qui dit liberté dit aussi pouvoir agir, et pouvoir agir, il faut de l'argent. Et donc, il y a ce poids aussi financier qui n'est plus sur leurs épaules, même si on leur demande leur avis, mais ils s'en détachent, ou sur le plan administratif aussi. Et aussi, donc, quand ils ont réglé leurs dettes, etc., eh bien, ils manifestent le fait qu'ils ont un pouvoir d'achat qui s'est amélioré. Voilà, mais ça, c'est au fil du temps, évidemment, c'est pas au début de la mesure. Après, au niveau des mandataires judiciaires, encore une fois, pas seulement dans les services de protection, aussi les mandataires privés. Il y a une frustration par rapport à ce que vous avez dit, c'est-à-dire le fait de vouloir associer, de vouloir faire en sorte que la personne même puisse agir par elle-même. C'est lié au manque de disponibilité, mais aussi sur le plan administratif. Et ça, on rejoint, j'entendais il y a 2 jours à la radio un reportage là-dessus, sur la dématérialisation, sur le fait que maintenant quasiment tout, beaucoup de choses passent par Internet, ce qui complique énormément les choses et fait en sorte que les personnes perdent de leur autonomie quand ils veulent gérer par eux-mêmes ou avec l'association du mandataire judiciaire pour pouvoir agir. Et également, ce qui va avec, c'est qu'il y a de moins en moins de face-à-face avec une personne. Et donc, pour prendre des rendez-vous, soit c'est impossible, soit c'est très light, et donc il faut des mois, par exemple, la préfecture, c'est 1 mois et demi pour avoir un rendez-vous. Donc, un rendez-vous pour poser sa question, après, voilà. Donc, c'est extrêmement difficile, donc là, ça grève aussi la capacité des personnes à pouvoir exprimer leur volonté et agir pour elles-mêmes. Et après, on a abordé la question de la santé, donc ça a été
ça a été abordé. Et puis les limites par rapport aux professionnels de santé. Moi, j'ai entendu, quand j'ai interrogé des directeurs d'établissements ou des travailleurs sociaux, en disant, c'était pas rare que je dise, c'est le médecin qui décide. On est encore là-dessus. Donc là, ça va au-delà de la personne protégée, mais évidemment, c'est encore plus marqué, où on dit, c'est le médecin qui décide, la personne doit s'inscrire dans tel ou tel soin. Ou alors, comme ça a été dit aussi, on est encore quand même de manière trop prégnante, où on demande l'accord du tuteur, ou surtout du curateur, alors qu'aujourd'hui, le curateur n'a plus à donner son avis, mais par contre à demander des informations, a le droit de demander des informations pour savoir si la personne bénéficie de toutes les informations pour exprimer sa volonté. Donc là, c'est vrai qu'il y a quand même à agir sur ce point-là. Donc les effets positifs, c'est le travail en partenariat qui a été largement développé. Mais là, on rejoint aussi la loi 2002, 2005, etc. Et puis, cette culture mutualisée du travail ensemble. Le travail en partenariat qui a à la fois, qui permet de se sentir moins seul, de répondre, et puis aussi d'avoir une multiplicité des disciplines qui permet de répondre aux besoins des gens et donc de compenser cette altération des facultés des gens, quoi. Après, ce que j'ai remarqué, par contre, c'était l'avis des personnes protégées, mais aussi elles, comment elles se comportent. Eh bien, il y a une autocensure de leur part aussi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, qui disent, mais je voudrais déménager, mais il faut que je demande à ma curatrice, alors qu'elle n'a pas besoin de demander à sa curatrice pour déménager. C'est un exemple que je donne. On a des gens qui, par exemple, donnent leurs tickets de dépenses, enfin, les tickets des factures, des tickets, alors qu'ils achètent ce qu'ils veulent, comme ils veulent, ils ont leur argent. Il y a encore des réflexes comme ça où ils s'autocensurent aussi. Donc là aussi, il y a un travail à faire par rapport à ça. Ce que l'on peut dire sur l'enquête que j'ai pu faire, encore une fois, c'est une enquête, c'est pas national, on n'était pas 4 à faire ça, c'est vraiment sur un territoire assez restreint. J'ai interrogé, je crois, 40 personnes, je crois. C'est que, voilà, on voit cette évolution depuis les années 2015, où il y a on va dire, un changement, ce terme pompeux, de paradigme, mais aussi de culture générale par rapport à cette question des libertés individuelles. Et c'est un constat aussi qui a été remarqué par des enquêtes qui ont été réalisées, évidemment avec d'autres moyens, par une enquête interministérielle de 2016, je crois, ou 2017, du défenseur des droits aussi, dont j'ai fait référence. C'est la question, vous me dites si j'ai bien résumé ce qu'a dit Étienne, c'est la question de l'arbitraire par rapport à l'accompagnement des personnes par rapport à leur liberté, fait de mutualiser, réduit cet arbitraire et permet de s'approcher au maximum de la volonté des personnes. Je vais faire ma petite conclusion, parce que je pense qu'il est tard, je ne vois même plus l'heure, parce que autrement je serais même stressé, je vais aller vite. Donc, on voit bien, il y a le poids de l'histoire quand même qui est encore présent. On a quand même un cadre juridique quand même qui permet cette évolution vers l'expression de la volonté des libertés individuelles des personnes en mesure de protection. On voit qu'il y a une inscription depuis 2015 sur cette manière très marquée, ça fait partie de leur quotidien au niveau des acteurs de la protection des majeurs. On voit qu'il y a un travail de mutualisation, de partenariat qui est de plus en plus contractualisé et effectif, même si évidemment c'est pas simple parce que c'est la question des cultures de chacun, de l'approche de chacun qui doit se travailler. Et notamment, donc, c'est développé, même si c'est en train, la structure commence de manière culturelle, organisationnelle et fonctionnelle, la question du partage de la réflexion par rapport à la question des libertés individuelles et de la protection de la personne qui doit se développer, c'est-à-dire structurer ça et travailler ensemble. Donc, on voit bien qu'on est vraiment sorti de cette simple question de la protection du patrimoine. On s'est inscrit vraiment dans la question de la protection de la personne. C'est quelque chose qui est vraiment ancré, en très peu de temps, on l'a bien vu, par rapport à l'histoire et à tout ce qu'on a dit ensemble. Donc tout à l'heure, c'est ce que je disais, c'était la question de la responsabilité de chacun qui est pour moi et à travailler et à développer. Pour ça, il faut qu'il y ait un chef d'orchestre, je veux dire comme ça. Pour ça, il faut qu'il y ait une politique, je ne fais pas de la politique, mais une politique... une réelle politique de la protection des majeurs, comme il y a une politique de la protection de l'enfance,
avec notamment un secrétaire d'État interministériel. Aujourd'hui, il n'y a rien concernant la protection des majeurs, et ça manque, pour pouvoir coordonner tout ça. Et éviter qu'aujourd'hui, même si chacun est dans une position de favoriser ses libertés individuelles, que dans l'action, on sorte de ce fonctionnement en silo, où chacun fait des choses, et donc ça peut être préjudiciable par rapport aux personnes. Moi, pour terminer, je veux dire qu'on a des acteurs, on a une énergie que j'ai pu voir sur le terrain, et une volonté à différents endroits pour agir dans ce sens. Maintenant, il faut trouver là où les personnes qui vont pouvoir mettre en œuvre cette évolution à la fois culturelle et qui s'inscrit dans la pratique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions encore pour terminer? Ou vous n'en pouvez plus et vous voulez vite partir? Est-ce que je peux entendre? Je dis pas ça pour moi, moi je suis bien avec vous. Donc c'est la question des limites du partenariat actuellement où on agit plus sur la personne qu'avec la personne. C'est ça? Ce que vous voulez dire qu'il y ait plus de considération par rapport à la personne et d'agir davantage avec elle. Oui, c'est que pour vous, c'est que le filtre des professionnels ou des tiers est encore trop important et ça annule un peu le réel besoin exprimé des gens, oui, des personnes. D'accord. Je trouve qu'on oublie peut-être le brut finalement. D'accord. La personne, elle vient nous voir, elle nous dit ça, ok. Et je sais pas, c'est vrai qu'on a cette tendance, peut-être même moi-même, à me surcharger des fois et à me dire je vais plutôt demander à telle personne, mais en fait je l'ai la parole et j'ai la demande, et donc autant travailler là-dessus sur une matière brute, on va dire, que plutôt tout le temps effectivement sans cesse trouver des filtres, je ne sais pas, peut-être pour se rassurer. C'est l'enjeu, mais je crois que oui, de manière transversale, c'est l'enjeu, ou en filigrane plutôt, c'est l'enjeu, c'est ça, c'est-à-dire les libertés des personnes, c'est aussi donc qu'elles décident par eux-mêmes et qu'on évite d'être trop présent dans cette influence qu'on peut avoir pour les personnes. Un élément que je n'ai pas évoqué, c'est ce qui freine aussi, vous l'avez dit, c'est la notion de responsabilité. C'est-à-dire à un moment donné, attends, si je le laisse faire ça, c'est chaud. Donc, et il y a aussi la question de la conscience personnelle. On dit, mais attends, s'il faut, lundi, je ne sais pas dans quel état je vais le trouver, on est vendredi après-midi, il veut partir à Paris et il ne sait pas prendre le train. Donc je fais quoi? C'est 5h15. Je fais quoi? Son train est à 6h. Ouf. Voilà, c'est tout ça, la question de responsabilité. Et c'est pour ça que je l'ai évoqué tout à l'heure, notre enjeu, il est collectif de redistribuer et de réfléchir à nouveau, et c'est pour ça que la notion éthique est importante, sur la définition des responsabilités de chacun, les enjeux qui sont derrière. Et il me semble que c'est ce qu'il faut qu'on travaille à différents niveaux, quoi. Voilà. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a à savoir aussi en tant que travailleur social? Souvent, on a tendance à vouloir peut-être tout savoir de la vie, peut-être pour contrôler un maximum, pour justement se rassurer, mais finalement, il n'y a pas forcément des fois besoin d'avoir certaines informations pour accompagner la personne. Voilà. Certainement. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Ouais, mais voilà, tout à fait. Bien, écoutez, je vous remercie. Et puis, peut-être une prochaine occasion, je ne sais pas. En tout cas, on se reverra, la plupart d'entre vous. Voilà. Et merci, en tout cas, ça a été un plaisir pour moi. Je t'en prie.